Peut-être? OK, donc on va commencer. Donc, pour cet après-midi, nous avons donc 2 présentations suivies d'un petit lancement et même pour le numéro 5 des Cahiers de société. Donc, d'abord, nous allons entendre Baptiste Rapin de l'Université de Lorraine, donc des voyages que vous voir ici. Et ensuite, Sébastien Bussy, professeur de cégep. Donc, nous allons laisser la parole donc, à Baptiste Rapin. Est-ce que le micro? Le micro, où est-il le micro? Oui, parce que ça marchait tellement mieux. C'est vrai. Les prolétaires qui n'ont pas de chemise, le mettre à poche. Au-dessus de la base. Est-ce que le son est propre? Correct. Ouais, c'est pas la peine de mettre du son, hein, je lirai les 20 pages. Qu'est-ce que c'est Enregistré. Bon. Très bien, d'abord, avant de commencer, je voulais remercier Eric, Maxime et puis tous les membres du collectif qui ont gagné ce colloque et m'ont invité pour présenter donc, une étude sur le langage de la cybernétique à travers les procédés récurrents de néosémie, c'est-à-dire l'introduction d'un nouveau sens dans un mot préexistant. En fait, le détournement du sens des mots préexistants. Et je souhaiterais placer cette étude sous le patronage de Karl Kraus, qui est un polémiste allemand du début du XXe siècle qui tenait un journal, Fackel, la torche, dans lequel il allumait, au sens propre et figuré, la presse avec un P majuscule, qui est qualifié de goitre du monde. Le goitre, c'est l'hypertrophie de la thyroïde, qui peut être cancéreuse ou non. Après, le goitre du monde. Et dans ses aphorismes, il écrit notamment ceci, ayant beaucoup lu la presse, et notez bien, donc avant Victor Klemperer et avant George Orwell, il note ceci: c'est du mot que jaillit l'idée neuve, modelant à rebours la langue qu'il a créée. C'est du mot que jaillit l'idée neuve, modelant à rebours la langue qu'il a créée. Donc je voudrais observer ce phénomène dans la cybernétique. Donc j'en viens à mon introduction de l'univocité à la néosémie. Ivan Illich, dans sa critique de la société industrielle et du monopole radical que les institutions modernes exercent au détriment de l'autonomie des populations, prête une attention particulière à la dimension langagière de cette domination. Les mots de l'économie forment un monde clos et autonome dans lequel les individus ne trouvent plus les ressources linguistiques pour penser et dire l'autre du système. Ainsi, comme l'affirme le philosophe, je cite Illich, dans La convivialité, étendue au monde entier, cette industrialisation de l'homme entraîne la dégradation de tous les langages vernaculaires, pour Illich, et il devient très difficile de trouver les mots qui parleraient d'un monde opposé à celui qui les a engendrés. Le langage reflète le monopole que le mode industriel de production exerce sur la perception et la motivation. Dans les nations industrielles, quand l'homme parle de ses œuvres, les mots qu'il emploie désignent les produits de l'industrie. Fin de citation. Or, comme plusieurs penseurs ont pu le noter, Freytag, Jean Dulac, Maxime Ouellette, moi-même, la cybernétique forme la matrice de la société industrielle contemporaine. Et ce serait donc dans cette science fondamentale, née dans les années 40 aux États-Unis, et dont Heidegger rappelle qu'elle aurait remplacé la philosophie comme vecteur d'unification ontologique, dans le fameux entretien au Spiegel. Donc c'est dans cette science-là qu'il faudrait repérer les contours du nouveau langage industriel. Raimé Sandbrun, l'excellent Raimé Sandbrun, s'y emploie notamment quand il note que, je cite Raimé Sandbrun, façonnée par les contraintes du traitement automatique de l'information, la novlangue tend par nature à une parfaite conformité au monde lui-même rectifié par la logique technique automatisée. Dans un livre que je vous conseille tellement il est drôle et profond, Défense et illustration de la novlangue française. Donc l'écrivain relève dans cet extrait la part univoque de la cybernétique. Et nous pourrions tout à fait déceler dans cette adéquation parfaite du monde au mot, ou plutôt au code, quelque chose de l'ordre du retour triomphal de Kratil
à l'époque de ce qu'est digital. Pour rappel, je fais ici référence au dialogue de Platon, qui s'appelle Cratyle, et qui met en scène deux personnages qui vont défendre deux thèses opposées sur la nature du langage. Cratyle, qui défend une thèse essentialiste d'adéquation directe et originaire du langage au monde, et Hermogène, qui va, quant à lui, défendre la thèse de la conventionnalisme du langage. Donc la part univoque, la sémantique. Mais la sémantique possède également sa part d'hermogène. Si sans conteste elle promeut le langage univoque, elle n'en reste pas moins qu'elle s'énonce elle-même dans les ouvrages, dans les manuels, dans les discours, à travers une langue conventionnelle que nous souhaitons à cette issue de soumettre à l'épreuve d'analyse, tout particulièrement en nous penchant sur l'utilisation que la sémantique fait des catégories philosophiques classiques. Donc, à l'intérieur du champ des pratiques et des procédés néosémiques, je restreins pour m'intéresser particulièrement à ce que fait la sémantique au concept classique de la philosophie, et puis notamment, vous verrez, de la philosophie politique. Autonomie, finalité, système ou encore intelligence. Donc, l'observation de cette néosémie, fondée sur des métaphores conceptuelles, conduit alors à la mise à l'évidence de glissements sémantiques à l'origine d'une occultation du projet anthropologique de la société de l'information. Trois temps. Premier temps, un tour d'horizon de ces pratiques néosémiques. Un deuxième temps centré sur l'intelligence, puisque c'est le cœur de ce colloque. Et un troisième temps sur les mécanismes et les enjeux de cette néosémie au sein du corpus sémantique. Au premier temps, un tour d'horizon. Mais avant cela, je voudrais quand même définir la néosémie sémantique de façon un peu plus précise, en commençant par me pencher sur un livre méconnu, que j'ai découvert récemment, écrit par Gilbert Tournier, en 1959, qui s'intitule « Babel ou le vertige de la technique ». Ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première chose, c'est que Gilbert Tournier est un industriel, ce n'est pas un universitaire, un industriel de tradition catholique sociale. Le livre, d'ailleurs, a été préfacé par Gustave Thibon, l'ami de Simone Weil. Et deuxième chose, en 1959, on est évidemment en plein boom de la cybernétique et de l'utilisation des catégories cybernétiques. Et dès le début de son livre, Tournier plante le décor en disant que finalement la pensée science-simonienne a triomphé et que ce sont les managers qui ont pris le pouvoir. Donc, c'est une suite assez fidèle de James Burnham. Donc il avait dit, Tournier, ce sont bien ces managers, ces technocrates qui construisent la tour de Babel. Donc, au pays de Shinar, les hommes décidèrent de construire une tour dont le sommet devait rejoindre le ciel. Mais l'édifice s'écroula car Dieu créa la confusion des langues afin de mettre un terme à cette folie prométhéenne. Au pays de la science moderne, c'est désormais en parlant la langue commune de la géométrie, selon Tournier, que les hommes tentent de se rapprocher des astres. Mais cette langue formelle et univoque, positive et incontestable, contient déjà en elle-même une confusion, un embrouillement, non plus divin mais logique, car les catégories et les raisonnements des mathématiques peinent à s'appliquer aux affaires humaines. Je cite Tournier, « Les technocrates ont trouvé dans la cybernétique mécanisée l'infaillible moyen de gouverner les hommes par les méthodes mêmes de l'administration des choses. » Et il rajoute ensuite, « Et la confusion verbale est douloureuse, par quoi s'applique aux machines l'expression des démarches de l'esprit. Information aux machines, conversation de machines entre elles, ordination par les machines. » Fin de citation. Ce que Tournier met en évidence dès 1959, Jean-François Mattei identifie comme le procédé du sophisme artificialiste en 2015 dans un livre posthume, L'homme dévasté. Georges Moore avait montré que le sophisme naturaliste repose sur la transmutation du fait en droit, une opération quasi alchimique permettant de justifier des décisions ou des actions par le simple recours à l'observation positive de la réalité. Dans ce cadre, la nature prend la parole à la place de l'homme. Mattei met alors en exergue qu'il existe un raisonnement fallacieux symétrique, le sophisme artificialiste, qui ne prête plus la voix de l'homme au fait, à la réalité positive, mais à l'artefact et notamment à la machine. Je cite Mattei. Dans le premier cas, le sophisme naturaliste, on fait comme si une nature préhumaine pouvait parler à la place de l'homme et recouvrer ses droits passés, alors que c'est l'homme qui parle sous l'apparence de l'animal. Ouais, ce n'est pas dit par Mattei, mais c'est la tour qui est visée. Et dans le second cas, le sophisme artificialiste, on fait comme si un artifice post-humain pouvait parler à la place de l'homme et demander des droits futurs, alors que c'est encore l'homme qui parle sous le masque de l'automate. Ici, c'est Harari.
tant Tournier que Mattei mettent en évidence que les sophismes de la cybernétique reposent sur un procédé littéraire bien connu, la personnification, qui consiste à attribuer à un objet ou à un vivant non humain des qualités spécifiquement humaines, comme la conscience, l'autonomie, l'intelligence, etc. Or, nous voudrions montrer que cette figure rhétorique prend elle-même racine dans une pratique largement répandue dans les ouvrages des cybernéticiens, la néosémie. S'il existe, d'un côté, indéniablement, un lexique technique spécifique à cette nouvelle science, disons la science du XIXe siècle, avec des termes comme rétroaction, contrôle ou entropie, même j'oserais mettre information dedans, il subsiste néanmoins, en dépit du projet explicite chez Wiener notamment, d'éradication des catégories de la métaphysique, un ensemble de concepts classiques dont on pourrait croire de prime abord qu'ils conservent leur signification traditionnelle, alors qu'ils se trouvent en réalité investis d'une acception inédite. Et donc c'est précisément cette injection d'un nouveau sens dans des termes anciens que je voudrais étudier en me penchant sur trois de ces catégories, la finalité, l'autonomie et le système, avant de venir plus précisément dans un deuxième temps sur l'intelligence. Alors premier point, la finalité. La finalité. Dans le chapitre intitulé « Cybernétique et fin, double point et une critique », qui forme le 5e essai de l'ouvrage « Le phénomène de la vie », Hans Jonas considère que l'invention des cerveaux-mécanismes, la rétroaction, définit la deuxième révolution industrielle. Il prévient alors immédiatement son lecteur dans des termes qui sont assez proches de ceux que l'on a pu voir chez Tournier et Mattei. Je cite Hans Jonas. « Mais la cybernétique n'est pas si innocente que cela. Il y a dans l'esprit humain une tendance forte et, semble-t-il, presque irrésistible à interpréter les fonctions humaines à l'aide des artefacts qui prennent leur place et les artefacts à l'aide des fonctions humaines qui les remplacent. » Fin de citation. Il ajoute que, je cite, « l'usage d'une terminologie intentionnellement ambiguë et métaphorique facilite ce transfert dans les deux sens entre l'artefact et celui qui le fait. » Jonas examine à la suite de ses propos introductifs le cas spécifique de la finalité de la théologie, et cette analyse prend la forme d'un commentaire du fameux article de Rosenbluth, Wiener et Bigelow paru en 1943 dans la revue Philosophy of Science. Le critère de l'intériorité subjective apparaît comme le fil rouge de la critique de la cybernétique, chez Jonas. Reprenant la comparaison entre l'échec d'un être humain et l'inefficacité d'une machine, Jonas montre que, dans le premier cas, la finalité naît d'une intention volontaire et que l'insuccès a pour corollaire la frustration, dans le cas humain. Parce que dans le second, l'inefficacité de la machine, la non-réussite traduit simplement l'incapacité du système à atteindre un état final et n'engendre chez l'artefact aucune émotion. Et il précise encore, l'état final ne constitue pas le but de la machine, mais bien celui de son concepteur ou de son utilisateur. La même réflexion se poursuit à la fin du chapitre quand Jonas écrit, je le cite, que cette réflexion que le cybernéticien échoue à mener, que c'est cette réflexion, pardon, que le cybernéticien échoue à mener. Il ne tombe pas lui-même sous les termes de sa doctrine. Il considère le comportement à l'exception du sien propre, la finalité à l'exception de la sienne propre, la pensée à l'exception de la sienne propre. Car si le cybernéticien s'incluait dans le système qu'il conçoit observe, alors il serait contraint de réintroduire dans sa pensée, dans son discours, les catégories qu'il exclut, l'intention, la volonté, la conscience, l'envie, etc. Alors que cache la téléologie mise en avant par la cybernétique? Jonas répond, cela revient à dire que le comportement final requiert la présence d'une fin. Cet énoncé n'est pas une simple tautologie, car la cybernétique est une tentative pour rendre compte du comportement final sans recours à une fin. Tout comme le behaviorisme est une tentative de psychologie sans psyché, et la biologie mécaniste, une description des processus organiques sans vie. Fin de citation. Je ne sais pas si au Canada vous aviez cette pub de Caradrail, comme on l'avait en France. En fait, ça ressemble à de l'alcool, c'est doré comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est la même chose pour la cybernétique. Ça ressemble à de la philosophie, c'est doré comme la philosophie, mais ce n'est pas de la philosophie. Donc l'utilisation des termes de fin, de finalité et de téléologie par les cybernéticiens tente à masquer la conception néo-mécaniciste du comportement humain qu'ils développent. La néosémie rompt ici avec la tradition, qu'elle considéra la fin comme la tendance naturelle du monde et de la cité, ou comme le fruit de la volonté humaine. Du point de vue de la cybernétique,
la fin n'est autre que la perpétuation de l'état d'équilibre d'un système, c'est-à-dire l'adaptation, réactive ou proactive, à son milieu. Deuxième concept, l'autonomie. Michel Freytag estime que les sociétés ont quitté le mode moderne de leur production sociale, qui était assuré par l'architecture institutionnelle du politique, et sont entrés dans un mode de reproduction décisionnelle opérationnelle, dont le paradigme est bien sûr la cybernétique. L'un des aspects de cette postmodernité que le sociologue observe n'est autre que le langage, et plus précisément, je cite Freytag, la mutation du langage. C'est-à-dire, je le cite encore, la perte de la dimension représentative au profit de la simple opérativité informative et communicationnelle. Au fond, l'influence de la cybernétique, je cite Freytag, sur la nature du langage, se situe dans la substitution de signes au concept signifiant, de telle sorte que les comportements se réduisent alors, je cite Freytag une dernière fois ici, à des réponses locales et purement immédiates. Freytag donne un exemple révélateur de ce processus général d'absorption des langues communes et savantes dans la terminologie cybernétique de la société industrielle. Et il concerne justement la notion d'autonomie, dont l'ingestion par le langage cybernétique lui fait perdre toute dimension d'intériorité subjective. Vous voyez ici d'ailleurs l'écho avec l'argumentation de Hans Jonas. Voici ce que dit Freytag. Cela lui permet d'utiliser le concept d'autorégulation dans un sens purement objectiviste, où la notion d'action sur soi-même se trouve confondue avec celle d'effet en retour, feedback, propre à la mécanique. Cette confusion permet à la pensée systémique de s'approprier par le jeu de simples analogies verbales tout le champ des concepts et des images propres à la description d'une activité subjective, animale ou humaine, capable d'intentionnalité, d'anticipation, de finalisation, de réflexivité, d'autocritique, etc. Freytag partage l'analyse de Jonas. L'usage métaphorique ou analogique de concepts classiques mène tout droit à la confusion. Ici, l'autonomie, plutôt que d'être définie comme la capacité d'une entité à doter de ses propres lois, individuelles ou collectives, est assimilée à un phénomène d'autorégulation, c'est-à-dire d'ajustement aux signes de l'environnement. Dernier terme, le mot système. Donc, que nous suivions les analyses de Jonas ou l'exposition du raisonnement de Freytag, peu importe, à chaque reprise, un même phénomène d'occultation est mis en lumière, qui masque dans les deux cas un même néomécanicisme qui provient de la même utilisation, ou de l'utilisation plutôt du même procédé de la personnification. C'est-à-dire à l'attribution de qualités humaines à des étangs indifféremment qualifiés de système. Tout devient système. Ivan Illich a justement été attentif à la prolifération de ce terme de système. Et voici ce qu'il écrit dans La perte des sens. La possibilité d'appliquer la notion de système à tout et à n'importe quoi, à un patient aussi bien qu'à la Terre entière, est quelque chose de nouveau, mais c'est aussi une pratique qui a des conséquences psychologiques. Le système immunitaire, par exemple, est une expression qui a été employée pour la première fois en 1978. Cette même année, Microsoft lançait la première version de son système d'exploitation, DOS, MS-DOS. Le mot système a pris. Fin de citation. Le tour de force du système est qu'il a fini par être appliqué à n'importe quelle réalité, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa taille. Comme écrit encore Freytag, je le cite, les modèles cybernétiques et systémiques sont appliqués indifféremment à la réalité physique, biologique et socio-symbolique. Fin de citation. Cet impérialisme linguistique n'est pas sans conséquence, puisqu'il conduit à un nivellement ontologique et donc à une disparition de plusieurs pans de la réalité. Les plantes sont des systèmes, les êtres humains sont des systèmes, les sociétés sont des systèmes, l'environnement est un système, la planète Terre est un système de systèmes, etc., etc., etc. Donc la néocénie prend ici la forme suivante. Le terme de système désigne, aussi bien dans la langue courante que dans la langue savante, une construction intellectuelle qui agence de façon cohérente un ensemble de propositions formant ainsi une doctrine ou une théorie. Sont alors évoqués en ce sens des systèmes philosophiques, des systèmes logiques, des systèmes formels, ou encore des systèmes de pensée. Tous ces exemples témoignent en outre de la clôture du système, qui forme une totalité abstraite, autonome et cohérente. Il en va tout autrement du système de la cybernétique et de l'approche systémique, puisque dans ce cadre, le terme de système caractérise un ensemble d'éléments concrets en interaction orientés vers une même finalité, définition qui permet d'y inclure toutes les réalités décrites ci-dessus, et bien d'autres encore, comme les systèmes politiques, les systèmes éducatifs, les systèmes financiers, les systèmes de santé, etc. Et ce système s'ouvre à ce milieu, il n'est pas du tout fermé sur lui-même, avec lequel il interagit pour s'y adapter. Donc après ce petit tour d'horizon, je vous propose maintenant d'approfondir la question du terme intelligence. Et notamment de ce que Lewis Mumford, dès la première page du mythe de la machine, appelle l'intelligence cybernétique. Je cite
l'intelligence cybernétique. Alors, premier point, cybernétique et intelligence. Donc, premier réflexe, repérer l'emploi du terme intelligence dans les écrits des cybernéticiens. Et le premier constat, c'est que ce mot d'intelligence est beaucoup moins employé que d'autres. Il n'apparaît pas beaucoup moins qu'information. Donc le terme information dans Cybernetics de Wiener apparaît 188 fois pour 200 pages. Ouais, beaucoup près, alors qu'il apparaît que 2 fois. L'intelligence apparaît que 2 fois dans Cybernetics. Vous voyez la différence. Alors information, apprentissage ou rétroaction. Ouais. Donc le corollaire immédiat de cette relative rareté, c'est l'absence de définition. Et donc on doit faire porter notre effort dans 2 directions complémentaires. Tout d'abord, identifier les contextes au sein duquel ces occurrences prennent place. Et ensuite, essayer de trouver les termes qui se substituent au mot intelligence pour essayer d'en comprendre le sens. Donc premier point, quel est le type d'utilisation du vocable? Donc chez Wiener, le terme est le plus souvent rapporté à l'être humain et ainsi supposé être spontanément compris par le lecteur, notamment quand il affirme, à propos des jeux d'échecs et de dames, je le cite, que ces jeux représentent pour les hommes de véritables défis à la perspicacité et à l'intelligence. Vous voyez, ici on peut l'entendre, le terme intelligence dans son sens tout à fait courant. Mais à certaines occasions, l'intelligence se trouve rapportée à la machine. Et c'est dans un passage décrivant une situation de jeu, justement, opposant le joueur humain à l'automate qu'apparaît cette occurrence. Et voici alors ce qu'écrit Wiener. L'adversaire de la machine découvrira sans doute que des stratégies ayant eu du succès par le passé ne fonctionnent plus à présent, et que la machine fait preuve d'une étrange circonspection. Et il ajoute un tout petit peu plus loin, de cette intelligence, il parle de cette intelligence imprévue de la machine. L'intelligence imprévue de la machine. Donc Wiener utilise indifféremment le même lexème pour signifier l'intelligence de l'homme et celle de la machine, établissant de la sorte une équivalence de sens et de nature entre les deux. Et cette transitivité de l'intelligence se déploie jusqu'au règne animal, comme nous l'apprennent les développements, cette fois-ci, de Cybernétique et Société, deuxième livre de Wiener, dans lequel il affirme en caractère italique que la camisole de force physique dans laquelle grandit l'insecte est directement responsable de la camisole mentale qui règle le modèle de son comportement. En fait, la taille de la boîte crânienne est directement responsable du niveau intellectuel de l'insecte, et que par conséquent, il le dit, son intelligence s'en trouve limitée. Donc on peut raisonner à l'inverse, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si l'insecte pouvait avoir une boîte crânienne plus développée, son intelligence pourrait être équivalente éventuellement à celle de l'homme. S'installe alors un continuum qui court de l'animal à la machine en passant par l'homme, caractérisé par une même signification d'intelligence, quel que soit le niveau de son déploiement. Or, c'est précisément cette unité et cette différenciation des degrés de puissance de l'intelligence qui pavent la voie à sa possible augmentation, et par conséquent au recours à l'intelligence artificielle en vue de combler les lacunes cognitives de l'être humain. C'est en se munissant de ce postulat que nous abordons à présent le texte d'Alan Turing intitulé « Les ordinateurs et l'intelligence ». Les ordinateurs et l'intelligence, dont le but est de répondre à la question posée dès la première ligne: les machines peuvent-elles penser? Les machines peuvent-elles penser? Alors le mathématicien se garde bien de répondre directement à la question, et il met en scène une expérience de pensée, qu'il appelle le jeu de l'imitation, en fait, qui consiste, pour le dire très brièvement, à essayer de savoir si un ordinateur pourrait différencier un homme d'une femme à partir de l'analyse des discours. Et la réponse est évidemment oui, il peut le faire aussi bien qu'un être humain, et cette réponse positive amène Turing après à avancer que les machines, je le cite, concurrenceront finalement l'homme dans tous les champs purement intellectuels, et que les mentalités changeant peu à peu, d'ici la fin du siècle, je cite Turing, on pourra parler de machines pensantes sans s'attendre à être contredit. Vraiment, c'est une question d'acceptabilité sociale. Donc, conclusion admirable, puisqu'elle met en exergue que l'absence de définition d'intelligence ne peut conduire, en effet, à l'absence de débat et de contradiction. Alors, deuxième point, l'intelligence ou la capacité à résoudre des problèmes. L'un des rares auteurs de la galaxie cybernétique à aborder de front la définition d'intelligence est Herbert Simon. Et voici un long extrait nous permettant d'entrer dans le vif de cette conceptualisation. C'est un extrait qui vient
son livre Les sciences artificielles, qui était traduit en France par Jean-Louis Lemoyne, qui est un des grands représentants du constructivisme ingénierique, ou de l'ingénierie constructiviste, on peut le dire dans les deux sens. Et voici donc ce que dit Simon. Les 3 chapitres qui suivent reposent explicitement sur l'hypothèse que l'intelligence peut être représentée par l'activité de systèmes de symboles. Vous voyez, on est bien dans ce que Maxime appelait hier l'intelligence artificielle symbolique. Énoncé un peu plus formellement, l'hypothèse est qu'un système de symboles physiques, tel que je viens de le décrire, a les moyens nécessaires et suffisants pour une action générale intelligente. Je poursuis. Cette citation est assez longue. Cette hypothèse est tout à fait empirique, susceptible d'être jugée vraie ou fausse sur la base de l'observation. Un des buts des chapitres 3 et 4 sera de passer en revue quelques-unes de ces évidences, qui sont de 2 types. D'une part, en élaborant les programmes d'ordinateur qui peuvent manifester leur aptitude à une action intelligente, nous donnerons la preuve de la suffisance de l'hypothèse. D'autre part, en rassemblant des données expérimentales sur la pensée humaine tendant à montrer que le cerveau humain fonctionne comme un système de symboles, nous rendons plausible l'argument de la nécessité de l'hypothèse. De telles données n'impliquent-elles pas que tous les systèmes intelligents connus, entre parenthèses cerveau et ordinateur, sont représentables par des systèmes de symboles? Question rhétorique évidemment pour Herbert Simon. Je note très rapidement que l'expression action intelligente est mise entre guillemets par Jean-Louis Lemoyne, alors qu'il n'y a pas de guillemets dans le texte originel français, ce qui prouve un malaise, vous voyez, dans la traduction et l'application du terme intelligence à la machine. Donc quel est le raisonnement de Simon? Il s'appuie sur le continuum mis en évidence précédemment chez Binaire pour affirmer que le progrès de l'informatique permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain et que réciproquement, le développement des connaissances sur la cognition humaine engendre une amélioration de la conception des machines. Et donc c'est pas un hasard si la fameuse conférence de Dartmouth d'Histoire à l'été 1956, pendant laquelle Simon et Newell présentent leur Logic Theory Machine, est considérée comme l'aide de naissance à la fois des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Et si cette réciprocité est possible, c'est parce que l'intelligence se définit dans les 2 cas par le traitement de l'information. Aussi bien le cerveau que l'ordinateur récolte des données, par le système sensoriel dans le premier cas, par l'intervention humaine ou par des capteurs dans le second, et applique à cet amas désordonné une série fixe d'instructions, un algorithme, produisant un résultat, output. C'est la raison pour laquelle les 2 paragraphes du long extrait que j'ai cité précédemment forment un ensemble qui est intitulé « L'intelligence comme computation ». L'intelligence comme computation. Et que la logique, en dernier ressort, définit le mode de fonctionnement du cerveau et de l'ordinateur. Mais qu'est-ce que nous apprend plus exactement la conférence que Simon et Newell présentèrent à Dartmouth? La réponse se trouve dans un article publié en février 1957, car l'intervention de 1956 fut essentiellement technique et informatique. Alors, je cite en traduisant cet article, ce papier, ce paper, je déteste cette expression, ce papier, est une étude de cas dans la résolution de problèmes, problem solving, très important, représentant la partie d'un programme de recherche sur les systèmes complexes traitant l'information. La recherche exposée ici vise à comprendre les processus heuristiques complexes qui sont effectifs lors de la résolution de problèmes, problem solving. Le programme informatique que développent Simon et Newell, Logic Theorist, considéré comme le premier programme d'intelligence artificielle, est conçu afin de résoudre des problèmes, de telle sorte que le problem solving est considéré comme l'essence même des systèmes complexes. Pour Simon, ça c'est très important, moi qui viens du management, les recherches en informatique ne sont que le prolongement de celles qui menaient déjà dans les années 40 à propos de la décision dans les organisations. Dans Administration du processus de décision, ouvrage pionnier dans lequel le savant prend acte de la rationalité limitée des êtres humains, c'est-à-dire de leur capacité cognitive limitée, il se livre à un essai de prédiction, donc on est en 1945, et annonce le succès futur des systèmes experts. Je le cite. Ce qui importe, c'est la compréhension plus approfondie que nous aurons des moyens par lesquels on peut transmettre l'information, dont on peut l'organiser pour la stocker et la rechercher, dont on peut enfin l'utiliser dans la pensée, la résolution de problèmes et la prise de décision. Fin de citation. Donc problem solving, decision making, c'est 2 termes qui vont ensemble et évidemment se substituent à la délibération politique. Je reviendrai après. Et troisième temps de cette appréhension de l'intelligence cybernétique, de l'apprentissage à l'adaptation. Dans un récent ouvrage
consacré à une comparaison de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, le philosophe Daniel Handler pointe les limites fondamentales du modèle de la logique algorithmique des systèmes experts. Je le cite, « Un modèle symbolique n'apprend pas, il applique les instructions qu'il a reçues. » Et c'est précisément cette absence d'apprentissage qui génère le passage, Maxime en a parlé hier, à l'apprentissage profond basé sur le modèle connexionniste. Donc, que les ordinateurs se limitent à l'exécution d'algorithmes pour lesquels ils sont conçus, Simon et Newell en avaient déjà parfaitement conscience en 1956. Je lis le paragraphe qui clôt la présentation de la première partie de leur conférence et qui récapitule, donc cette première partie, l'ensemble des règles, en fait, l'algorithme utilisé, donc l'algorithme Logic Theorist. Voici ce qu'ils disent, je le traduis directement. Donc, le programme que nous avons décrit est bien plutôt un performance program, un programme exécutif, j'ai envie de dire, un programme exécutif, plutôt qu'un learning process, qu'un processus d'apprentissage. Mais bien que le programme de Logic Theorist ne change pas lorsqu'il accumule de l'expérience dans la résolution de problèmes, l'apprentissage prend place dans un aspect vraiment important, c'est que le programme emmagasine les nouveaux théorèmes qu'il a prouvés, et ces théorèmes sont alors disponibles comme éléments de construction de preuves pour les théorèmes subséquents. En d'autres termes, une intelligence artificielle symbolique est capable de répliquer les mêmes opérations tout en y ajoutant les résultats de ces dernières, mais elle souffre de deux limites que l'intelligence artificielle connexionniste comblera. D'une part, son champ d'application est nécessairement réduit, se limitant au fond à l'intention du programmateur. Et d'autre part, sa rétroaction n'a qu'une portée interne, ce qui en fait un système fermé et par voie de conséquence sans rapport à son milieu. Je note également que la machine de Turing, la machine qui apprend de Turing, qui est présentée à la fin du texte que j'ai déjà cité tout à l'heure, souffre du même défaut. Parce que le logicien imagine la création d'un programme enfant qui serait alors dans la situation d'être éduqué et de devenir adulte au fur et à mesure de ses apprentissages. Et donc voici l'hypothèse de départ de cette expérience de pensée de Turing. Je le cite. Il est probable que le cerveau d'un enfant est une sorte de carnet acheté en papeterie, assez peu de mécanismes et beaucoup de feuilles blanches. Ça, c'est Turing pour décrire le cerveau d'un enfant. Et donc cette hypothèse revient à dire que le programme comporte peu d'instructions, mais qu'il en accumule les résultats sur sa surface de stockage et qu'il va pouvoir les réinjecter dans son propre système. Donc ce qui manque indéniablement à cette approche computationniste, c'est l'ouverture du système à son environnement, de telle sorte que les règles, les structures et la finalité puissent évoluer en même temps que les données qui sont captées, qui sont récoltées. Et c'est précisément ce que permet le fonctionnement statistique du deep learning, qui repère de façon inductive des patterns dans l'amoncellement des datas pour en tirer des profils, notamment des profils comportementaux, dans le but, pourquoi pas, d'orienter les comportements. Mais en fait, ceci fut conceptualisé par Wiener dès les années 50, dès 1950. Je cite Wiener. Certaines sortes de machines et quelques espèces d'organismes vivants, particulièrement les plus élevés dans l'évolution, peuvent, comme nous l'avons vu, modifier leur modèle de comportement en fonction de leurs expériences passées pour contrecarrer l'entropie, c'est-à-dire donc échapper à leur disparition. Donc l'apprentissage qui est au cœur du deep learning, de mon point de vue, est déjà conceptualisé par Wiener dès la naissance de la cybernétique. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y aurait deux choses à dire sur cet aspect-là. C'est que Wiener distingue plusieurs types d'apprentissage, dont l'intelligence symbolique artificielle serait simplement le premier niveau, la réplication infine du même. Mais ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Wiener utilise comme exemple la société des fourmis pour illustrer cet apprentissage, et qui dit que les fascistes se comportent de la sorte. Et il y aurait une deuxième piste à creuser, c'est que Wiener construit son modèle d'apprentissage sur la théorie des types de Russell, qui est justement un modèle inductif de résolution des paradoxes. Bon, mais je laisse ça de côté. Donc plus encore, Wiener offre une typologie d'apprentissage qui articule un premier niveau d'application répétée de la même méthode à un second qui met en jeu le fonctionnement même du système en fonction des changements de l'environnement. Et fait remarquable, les recherches les plus récentes s'orientent justement vers la tentative de combiner logique algorithmique et deep learning. Comme l'écrit Daniel Handler, je le cite, les modèles massifs
confirme une prédiction faite au moment où le connexionnisme semblait l'emporter sur l'IA symbolique, selon laquelle l'avenir n'appartenait ni à l'un ni à l'autre, mais à des modèles agençants selon l'approche informatique classique des réseaux connexionnistes. Donc l'intégration en fait de l'IA symbolique et du modèle connexionniste. Et donc s'il fallait à présent résumer notre exploration de l'intelligence cybernétique, alors je dirais de façon synthétique qu'elle se définit comme les différentes formes d'apprentissage permettant de résoudre les problèmes posés par les milieux internes et externes mettant en jeu la survie du système. Daniel Engler, quant à lui, l'énonce ainsi dans des termes tout à fait similaires, je le cite: les systèmes sont régulièrement confrontés à des problèmes, et c'est de leur capacité à les résoudre que dépend notre survie et leur prospérité. Cette capacité est ce que la cybernétique appelle l'intelligence. L'intelligence est désormais une fonction. La cybernétique se présente ainsi comme science des systèmes intelligents et comme science de l'intelligence. Fin de citation. Et fin de la deuxième partie, ce qui me permet donc maintenant d'aborder les mécanismes et les enjeux de cette néocénie cybernétique. Alors, je vais présenter en 3 temps. Premier temps, parler de l'endogamie linguistique, comme définition de la néocénie, l'endogamie linguistique. Ensuite, je parlerai de l'oubli du signifié, et enfin de l'occultation du référent. Donc, dans son analyse du système capitaliste, Michel Kouskar, très belle conférence sur Michel Kouskar, porte une attention toute particulière à la question du langage. De son point de vue, la langue capitaliste se caractérise par l'oubli respectif du signifié et du référent au profit de la manipulation des signifiants. Voici la présentation qu'il en donne dès sa thèse, vous connaîtrez le code, publié en 1972. Cet ordre de la production nous a permis non seulement de dénoncer le néocantisme, mais aussi l'idéologie du signe. L'ordre de la production est du référent au signifiant et de celui-ci au signifié. Il est ternaire et non binaire, comme le voudraient les idéologues du signe. Là, c'est Saussure qui est visé, qui oublie la réalité pour pouvoir faire d'un effet superstructural la réalité possible. Fin de citation. Voici le référent qui s'efface au profit de la performativité des signifiants. Mais ce premier temps se complète d'un second, tout aussi essentiel au dispositif langagier capitaliste, c'est qu'à l'occultation du référent se joint en effet l'oubli du signifié. Je cite encore Kouskar, cette fois-ci dans sa lettre ouverte aux communistes de la contre-révolution libérale libertaire. Cet ordre est celui de l'autorité symbolique, d'une référence de symbole à symbole, course à l'infini, qui ne peut jamais être la détermination figurée du réel. Là, on a vraiment la définition de la différence chez Derrida. Donc, puisque le signifiant a largué les amarres, qui n'est plus relié au quai du référent et du signifié, alors le mot, le signe, le symbole, tous émancipés, peuvent librement voguer et s'appeler les uns les autres. Ce phénomène de camouflage, voire de bifure du signifié et du référent, mis en exergue par Kouskar, se produit également dans la langue cybernétique, mise de se fonde plus précisément sur la généralisation des néologismes sémantiques. Comme le souligne Sylvie Vandal en suivant les travaux de Rad, je la cite, la néocénie scientifique actuelle fait appel à des métaphores provenant de la vie courante et non plus, comme par le passé, à la construction de nouveaux termes à partir des racines grecques ou latines. Donc là, elle note une évolution dans le langage scientifique. Et donc c'est vrai que dans la cybernétique, à l'exception peut-être du grec, du terme cybernétique qui vient du grec, même si Ampère avait déjà essayé de l'utiliser, mais à part ce néologisme, les cybernéticiens utilisent volontiers des termes de la vie courante comme autonomie et intelligence, mais en fait, l'auteur que je cite ne va pas assez loin, parce qu'elle ne voit pas que ces termes en fait, sont issus de la tradition philosophique, ne sont pas que des termes de la langue vulgaire. Donc pour ne prendre qu'un exemple, l'autonomie dans son sens courant renvoie à l'idée d'une certaine liberté, une certaine indépendance, comme par exemple quand on dépasse sur l'autonomie des personnes âgées, mais c'est aussi une catégorie de philosophie politique, dont l'exemple le plus parlant est la pensée de Castoriadis. Alors, l'oubli du signifié et l'occultation du référent font du langage cybernétique un langage autoréférentiel, où les signifiants se renvoient les uns aux autres au sein d'un univers clos et imperméable. Il s'agit ni plus ni moins d'une nouvelle forme d'endogamie, une endogamie linguistique, qui impose aux mots de se lier au terme du même champ sémantique, de telle sorte que le débat contradictoire devient tout bonnement impossible. Cette pratique se trouve alors à l'origine de ce qu'a Armand Robin, dans un auteur très peu connu, Armand Robin, mais qui a fait un très beau livre qui s'appelle La fausse parole. Et donc c'est ce qu'il appelle dans La fausse parole le camp de concentration verbale. Le camp de concentration verbale. Et cette référence historique n'est évidemment pas innocente, puisque comme le montre Jacques Devitt dans une remarquable étude, donc, un livre qui s'appelle Le pouvoir de la langue et la liberté d'esprit, je cite Jacques Devitt, le totalitarisme langagier correspond à une forclusion de l'altérité. C'est-à-dire qu'il ne se rapporte à plus rien si ce n'est à lui-même.
Donc maintenant, je viens sur l'oubli du signifié avant d'attaquer la question de l'occultation de la réalité. Donc l'oubli du signifié. La néosamie cybernétique procède à une infiltration du langage courant et du vocabulaire philosophique pour y instiller son paradigme fonctionnaliste, dans lequel, en définitive, tout se ramène à la nécessité d'adaptation. Michel Freytag tire une loi générale de ces nombreux procédés sémantiques qui structurent, non pas accidentellement, mais de façon essentielle, la cybernétique. Je cite Freytag, mais on constate maintenant que cette castration de la langue, castration entre guillemets, en tant qu'objet d'une science positive, a ouvert la voie à la substitution du concept d'information à celui de la signification. Et cette substitution s'est opérée non seulement dans l'analyse scientifique, dans la théorie, mais aussi bien maintenant dans la culture et la vie politique, c'est-à-dire dans la pratique et la praxis. Fin de citation. Donc là, l'enjeu, c'est que le signifié disparaît parce que le concept d'information remplace celui de signification. Donc la signification qui résulte du travail d'interprétation, de l'herméneutique des phénomènes humains et sociaux, qui sont toujours déjà donnés dans le langage, s'efface au profit de l'information qui laisse prise à l'opération algorithmique. La théorie de l'information de Claude Shannon est tout à fait claire à ce sujet. Je cite Shannon dans son fameux article de 48. Les aspects sémantiques de la communication ne sont pas pertinents pour les problèmes d'ingénierie. Les problèmes sémantiques ne sont pas pertinents. Donc le sens se résume à être une option parmi un ensemble de combinaisons possibles. Donc parmi les acquis les plus célèbres de l'analyse de Shannon figure la définition mathématique et probabiliste de l'information fondée sur la redondance. Je passe ceci. Donc la science artificielle est justement un cas exemplaire de ce primat de l'information sur la signification. Comme le souligne à juste titre Maud Bonenfant et ses co-auteurs, dont Maxime Welt, la donnée sur laquelle opère l'algorithme ou le travail statistique est réduit à une trace, décontextualisée, souvent anonymisée, naturalisée, elle n'est plus porteuse d'aucun sens, alors même qu'elle s'adresse en dernier ressort à des êtres humains. Bruno Bachimon confirme cette analyse quand il souligne, je le cite, le mot-clé distinguant et donc opposant ici la décision calculée au jugement humain est celui de contexte. La différence ici, c'est celle de contexte, puisqu'un calcul est non contextuel et qu'au contraire le jugement est contextuel. Ce qui me semble rejoindre la problématique d'une algorithmisation de la justice qui a été soulevée hier par Jean Dulac. La disparition de la représentation, donc la signification du signifié, au profit de la simulation, le calcul opéré sur les données, culmine dans l'annihilation complète du monde des idées, déjà annoncée en 2008 avec Bertie Fracas par Chris Anderson, dans un célèbre article proclamant l'obsolescence des méthodes scientifiques face au déferlement des données. Le corollaire immédiat de la fin de la théorie est bien politique, la gouvernementalité cybernétique se substitue au débat politique, c'est-à-dire à l'échange contradictoire des idées, comme ressort du gouvernement de population, ce qu'avait parfaitement perçu et analysé Freytag en pointant le passage d'un mode de reproduction politico-institutionnel à un mode de reproduction décisionnel opérationnel. Donc j'en ai un dernier point, l'occultation de la réalité, donc après l'oubli du signifié, des idées, des représentations, l'occultation de la réalité. Donc seconde dimension de cette endogamie linguistique, l'éclipse de la réalité advient du fait de l'oblitération pure et simple de l'extériorité. Cela signifie que la réalité n'est plus la transcendance, en d'autres termes, de ce qui était extérieur à la conscience, et ce vers quoi cette dernière est éventuellement dirigée. Mais elle est une production d'effets, le pur produit informationnel des codes. Jean Baudrillard le décrit en ces termes, notamment dans son fameux simulacre et simulation. Dans ce passage à un espace dont la courbure n'est plus celle du réel, ni celle de la vérité, l'ère de la simulation s'ouvre donc par une liquidation de tous les référentiels, pire, par leur résurrection artificielle dans les systèmes de signes. Il ne s'agit plus d'imitation, ni de redoublement, ni même de parodie. Il s'agit d'une substitution au réel des signes du réel. Fin de citation. Baudrillard explique dans ce passage le propre de la logique algorithmique en la comparant, sans le dire explicitement, à la métaphysique platonicienne, dont la mimésis est l'opérateur privilégié. Platon distingue en effet deux types d'imitation, celle des icônes, qui représentent fidèlement la forme du lieu intelligible, et celle des idoles, ces ombres au fond de la caverne qui pensent pouvoir vivre en toute autoréférentialité sans rapport avec le réel. La cybernétique et l'intelligence artificielle réalisent ni plus ni moins qu'un coup d'état ontologique en supprimant à la fois la carte, la représentation, et le territoire, la réalité, au profit de la simulation, des simulacres, c'est-à-dire, je cite encore une fois Baudrillard, par la précession du modèle, de tous les modèles, sur le moindre fait. Une illustration exemplaire de
cette précession des modèles sur le moindre fait, c'est l'échographie. Le modèle de l'enfant qui précède son advenu au monde. C'est le tour de force que réussit la cybernétique en imposant son langage néocénique, non seulement dans les sciences, mais dans le discours public, c'est de faire croire à une continuité historique, là où elle opère une rupture anthropologique fondamentale. La finalité, l'autonomie, le système, l'intelligence, tous ces termes spontanément solubles dans les régimes représentatifs modernes, ne sont que le masque d'un projet néo-mécaniste qu'Alain Suppiot a récemment nommé, vous savez tous, la gouvernance par les nombres. Et de souligner, donc Alain Suppiot, que, animée par l'imaginaire cybernétique, la gouvernance ne repose plus, contrairement au gouvernement, sur la subordination des individus, mais sur leur programmation. Fin de citation. Donc, autre manière de dire que l'intelligence artificielle ne s'ajoute pas à l'intelligence humaine au long d'un même continuum ontologique, mais s'y substitue bel et bien. Mais affirmons tout de même ceci. C'est parce que les termes chargés d'un nouveau sens conservent encore une part de leur ancien sens qu'ils peuvent jouer ce rôle stratégique de camouflage de la réalité. Montserrat Lopez-Diaz révèle le subterfuge dans le contexte de l'emploi. Ici, je prends un exemple qui n'est pas de la cybernétique, vous allez comprendre son intérêt. Donc, je cite cet auteur. L'euphémisme néologique établit une catégorisation autre du réel. Le signe a son signifiant et son signifié, ainsi que son référent habituel qui reste virtuel. C'est l'idée du référent virtuel qui est intéressante ici. Le référent virtuel de restructuration des effectifs évoque l'idée de rétablissement d'un ordre perdu. Le référent réel est une situation pénible, mais qui reste estompée par la signification positive des mots, tant que l'euphémisme produit son effet. Au fond, c'est bien parce que les personnes ordinaires, aussi bien que les intellectuels, pour la plupart, se réfèrent encore à l'ancien sens de la finalité, de l'autonomie et de l'intelligence, qu'ils ne voient pas le nouveau monde cybernétique s'installer et renverser tous les cas anthropologiques établis. Ce que cache Hermogène, c'est bien Cratyle. Ce que cache le conventionnalisme, c'est bien le déferlement de l'unicité algorithmique. L'archéolangue n'a pas encore totalement disparu, mais la novlangue algorithmique produit ses effets performatifs en profitant de la diversion offerte par les organes vestigieux. Donc les référents virtuels. Je vais à la conclusion, la bataille du langage. Voici comment se pose à tous ceux qui prennent conscience de la liquidation de la société par les processus de la cybernétique la question décisive. Comment dire l'autre de la cybernétique? Comment dire l'autre de la cybernétique? Comment exprimer l'autre de la gouvernance? Michel Freytag, décidément très perspicace à ce sujet, s'était lui-même interrogé à propos du terme de complexité, auquel Edgar Morin a conféré une incroyable aura. Il a monopolisé le terme de complexité. Voici la question que se pose Michel Freytag. Mais alors, comment désigner encore de la pensée commune ce qui désignait ce terme, de complexité, avant qu'il ne soit détourné et monopolisé par les nouvelles sciences ou technologies informatiques et cybernétiques? Michel Freytag dit « Je ne peux plus utiliser le mot de complexité ». Edgar Morin l'a rendu inutilisable. Donc tout l'enjeu, c'est bien, et là, je cite encore Freytag, il parle du stockage des données, il dit tout l'enjeu, c'est de rien emprunter au néologisme de la mémoire cybernétique. Donc comment faire pour s'exprimer sans avoir recours à toutes ces catégories, qui incluent une liste non exhaustive que je peux vous livrer, donc finalité, autonomie, système, intelligence, information, mémoire, apprentissage, résolution de problèmes, pilotage, interaction, contrôle, évaluation, processus, régulation, complexité, organisation, bruit, commande, ingénierie, adaptation, homéostasie, entropie, message, réseau, capteur, boucle, fabrique, compétences, comportement, gouvernance, etc., etc., etc. Comment faire pour une pensée sans utiliser ces catégories? Et donc c'est compris de renoncement et d'effort que l'altérité fort close, souvenez-vous de Jacques Denis, pourra fissurer l'endogamie linguistique et cybernétique, et qu'un rapport de référence pourrait être rétabli entre signifiant, signifié et référent. Et c'est bien l'objectif que poursuivait Freytag dans sa critique du mode de reproduction décisionnelle et opérationnelle. Je le cite encore une dernière fois. La pensée artificielle n'est plus que la pensée, elle se produit en dehors de l'intelligence active, actuelle, réelle. C'est pourquoi, contre l'association de l'universel abstrait avec la nécessité logique qui nous conduit aux opérations de l'ordinateur, il nous faut penser plutôt dans les termes du lien qui unit l'universum concret à la contingence de son développement et qui nous ramène à la vie. Fin de citation. Dans quel texte? Ça, c'est dans l'introduction, c'est le deuxième volume 2 de Dialectique et Société. Quand Baudrillard fait état du passage de la représentation à la simulation,
que j'ai cité tout à l'heure, il relève tout ce que nous avons perdu au moment de ce remplacement. Je cite Baudrillard, « Il ne s'agit plus ni de carte ni de territoire. Quelque chose a disparu, la différence souveraine de l'une à l'autre qui faisait le charme de l'abstraction. Car c'est la différence qui fait la poésie de la carte et le charme du territoire, la magie du concept et le charme du réel. » Citation. Il s'agit désormais de retrouver, par l'utilisation, de reconquérir plutôt par l'utilisation justieuse du langage et la carte du territoire. Merci.